La mise en avant médiatique des patriotes de la diversité, ainsi autoproclamés, et qui se sont illustrés récemment par une manifestation parisienne que CNews a portée aux nues, a révélé l'existence de deux droites bien distinctes lorsqu'elles ne sont pas opposées, qui portent deux visions tout à fait différentes de la nation et par extension de l'Europe. Et on a pu voir cette opposition dans un débat assez houleux entre Jean-Eudes Gana d'un côté et Enda Ayari de l'autre, qui est la dirigeante de ces patriotes de la diversité, dont une figure, Ben le Patriote, qui affirme récemment avoir quitté ce mouvement, a été mise en avant, puis fortement contestée, notamment par beaucoup de gens proches du courant identitaire, qui voyaient peut-être un agent d'influence, par exemple des frères musulmans. Donc, cette opposition, elle s'est marquée fortement, et on a vu beaucoup de réactions. Des réactions dénonçant presque avec les mots de la gauche un racisme venant de courants identitaires. Et donc un certain nombre de figures ont été attaquées, en ce sens, à l'image de Daniel Conversano, qui a été nommément cité et attaqué par justement ce collectif. Et évidemment, on a vu les réactions de différentes personnes. On a été surpris de voir des gens comme Marguerite Stern et d'autres prendre position clairement contre ces patriotes de la diversité, avec un certain courage. Et évidemment, le Rassemblement national notamment, et les structures classiques ont pris position plutôt pour ce collectif, parce qu'ils ont une image de la nation et de l'Europe parfaitement faussée. Une image qu'on pourrait appeler néocoloniale, avec l'idée d'une France finalement diversitaire, acceptée par une droite qui prétendait pourtant s'y opposer, et puis une vision presque néo-américaine, donc de la France terrain de camping du monde entier, avec l'idée que quiconque aime la France ou prétend l'aimer et met le drapeau bleu-blanc-rouge en haut de sa maison est forcément français et patriote automatiquement, alors qu'on oublie les définitions des mots qui ont du sens. Je l'ai déjà rappelé de nombreuses fois, la patrie est le pays des ancêtres. On ne peut pas donc se réclamer une patrie qui n'est pas la sienne, et donc on ne peut pas se dire patriote d'un pays dont on n'est pas le fruit, dont les ancêtres sont tout à fait d'ailleurs. Le problème, il est là, c'est cette vision universaliste de la nation, donc antinationale, que cette droite persiste à défendre depuis maintenant des décennies. C'est la droite Déroulède, c'est la droite Larocque, maintenant c'est la droite Le Pen. Donc, effectivement, la nation et la patrie ont une définition qui est celle de l'ascendance, et pas autre chose. Alors après, il y a des degrés dans le refus. Il y a ceux qui estiment qu'il y a une marge qui est acceptable, des cas particuliers, donc ils promeuvent, on va dire, une assimilation maximale. Il y a ceux qui n'y croient pas, et qui pensent qu'il faut que chacun assume son identité là où il fait son sens. Donc, c'est-à-dire, au lieu de vouloir aimer une patrie qui n'est pas la sienne, il faut redécouvrir l'amour de sa patrie, y compris si on a envie de la modifier, de la réformer, de la faire évoluer. L'idée, elle est toujours là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux se réclamer de qui on est. C'est la phrase de Nietzsche inspirée des philosophes grecs, « Deviens ce que tu es », ce qui veut dire « Ne cherche pas à devenir ce que tu ne seras jamais ». Le problème est toujours le même, c'est que l'idée que l'appartenance à une patrie, à une nation, à une identité relèverait d'un choix et non du fait, c'est une idée malsaine. Marguerite Stern, qui dénonce justement le changement de genre, la dénonce aussi, en cohérence, le changement de nation. Pourquoi se réclamer d'une autre civilisation, par exemple, que la sienne, au lieu d'être fier de sa civilisation, même si on peut penser qu'il faut la réformer? La France et l'Europe ne sont pas en charge des malheurs du monde entier, et nous n'avons pas à gérer chez nous les problèmes identitaires des autres. C'est à l'Europe de redevenir elle-même, d'assumer son destin et son identité, et c'est pas ce que prônent ces gens de droite. Reconquête sur ce plan, d'ailleurs, n'est pas beaucoup plus dur que le RN. Et on l'a vu lorsqu'un ancien Reconquête, présent dans le débat Gana versus Ayari, a pris position pour cette dernière. Alors, il y a des désaccords, évidemment, qu'on peut avoir avec quelqu'un comme Gana, qui a une définition beaucoup trop restrictive, à mon sens, de l'appartenance nationale et européenne. D'abord, l'Europe,
qui est une autre nation, ça c'est en tout cas ma position, ne saurait être négligée dans l'équation, elle est même fondamentale dans l'affaire. Le mot français de souche européenne, que Wener a entendu pendant la guerre d'Algérie, est tout à fait révélateur. Et puis, il y a l'idée qu'on ne peut pas être français si on n'est pas catholique. Alors déjà, je pense que se réclamer aujourd'hui d'être français en 2025, quand on voit ce que la nationalité française a comme signification, me paraît se tromper d'époque, tout simplement. Là encore, il faut se définir comme européen. Et ensuite, parce qu'effectivement, la civilisation européenne, n'en déplaise à Éric Zemmour et à son titre de sursaut judéo-chrétien, n'est pas une civilisation chrétienne. Le christianisme n'est pas propre à l'Europe, il n'est pas né en Europe, il n'est pas issu d'esprit européen. Il est présent maintenant en Afrique, en Amérique du Sud et ailleurs. Ce n'est pas une caractéristique identitaire. Comme le disait Wener, l'Europe souffre de l'absence d'une religion identitaire, comme l'hindouisme ou le shinto au Japon. Il y a un remède, ça s'appelle la foi native européenne, entre guillemets le paganisme, mais c'est un autre débat. Donc, sur ce plan-là, effectivement, non, la civilisation française et européenne n'est pas chrétienne, elle n'est pas judéo-chrétienne non plus. Je dirais qu'elle est ario-païenne, mais ça méritera certainement une évocation plus soutenue. Il est évident d'ailleurs que je lirai le prochain ouvrage d'Éric Zemmour qui sort la semaine prochaine et j'en ferai une critique et une chronique. Donc voilà exactement où on en est, c'est une opposition fondamentale. Ou bien on définit la France comme le pays de ceux qui aiment la France, sans définir d'ailleurs cet amour, ou bien on définit la France et l'Europe comme des terres définies par l'ascendance. Alors on m'opposera l'outre-mer, et c'est bien pour ça que je prône son indépendance, pour être en cohérence identitaire avec la France telle qu'elle a toujours été. Et puis on m'opposera évidemment la digestion identitaire des flux migratoires venus de l'ancien empire colonial depuis 50 ans, qui est un sujet évidemment en tant que tel, et qui est directement lié aux patriotes de la diversité, qui d'ailleurs défendent un oxymore. C'est contradictoire. Ça a été une querelle en tout cas intéressante pour voir quel camp est présent, qui en appartient, à l'un ou à l'autre. Donc c'est quelque chose de révélateur. J'ai regardé ça de manière un peu éloignée et distante. J'ai compté les points, on va dire, en tant qu'arbitre extérieur de l'équation, même si vous savez quelle est ma position personnelle. Et j'ai regardé ça, non pas navré, pas vraiment amusé non plus, mais j'ai trouvé tout cela très instructif. La nation, et l'Europe est une nation aussi, est définie par la naissance, c'est-à-dire par l'ascendance, point. D'ailleurs, aimer la France ou aimer l'Europe, ça veut dire l'aimer telle qu'elle doit être et telle qu'elle a toujours été. Imaginez un homme qui épouse une femme et qui passe son temps à vouloir la changer, à l'obliger à des opérations médicales et autres. Ça ne serait pas de l'amour, cela. Aimer la France, c'est l'aimer européenne. Et prétendre l'aimer en voulant la changer, en voulant justement qu'elle ne le soit plus, eh bien ce n'est pas l'aimer. Si leur amour c'est cela, alors ce n'est pas de l'amour. Et c'est logique parce qu'on n'aime vraiment que sa propre patrie.